En attendant l'interview, Guim se prend la pause, s'amusant à nous offrir différents visages. Penseur, cabotin, playboy. Mais on découvrira vite un homme d'un seul bloc quand il nous parle de son destin de petit migrant arrivé à Paris il y a plus de 30 ans, de son regard sur la France d'aujourd'hui et de ses inévitables lunettes noires. Prêtez-moi vos lunettes. Non. Bon, vous avez quoi à cacher? En fait, ça fait tellement longtemps que je les ai, j'ai fait tellement de choses avec que ce serait fou de les enlever là maintenant. J'ai peur, ça me fait peur de les enlever maintenant. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, je sais pas, ça me fait peur. On peut me demander autre chose, là on peut me demander de soulever un camion, je vais tout faire pour, mais là enlever mes lunettes comme ça, j'ai peur. Vous en êtes à combien d'albums vendus depuis la création de Section d'Assaut à vos tout débuts? 6 millions apparemment, en comptant la section d'assaut et ma carrière solo. C'est ouf, c'est énorme. Depuis 8 ans, en solo, vous êtes allé du rap vers le chant, avec la pop urbaine. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. On vous a découvert une voix de baryton. Oui, baryton Martin apparemment. Baryton quoi? Baryton Martin, ça s'appelle. Parce qu'apparemment, je peux monter dans les aigus et redescendre dans les graves. C'est un professionnel qui me l'a dit. Et j'étais content d'apprendre ça. Du coup, je le répète un peu partout. Je suis baryton Martin. Je suis baryton Martin. Et non, moi, je suis un fan d'opéra. L'opéra, vous en approchez, vous reprenez Belle, chanson culte de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ouais. A cappella, quelques notes, ça donne quoi? Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Si je crie plus fort, je vais tout casser. Impressionnant. Merci. Et donc, c'est vrai que votre rêve, après avoir rempli le Stade de France il y a 1 an et demi, c'est l'Opéra Garnier? Ouais, c'est ma salle préférée, c'est l'un de mes endroits préférés dans Paris. J'aimerais vraiment me produire à l'Opéra Garnier. C'est classe. Mais avec tout, quoi, avec tout ce qui va avec. Tout le monde arrive, costard, costume de papillon, machin, les femmes avec de belles robes, les petites jumelles, etc. C'est mon rêve. Et le Stade de France, vous êtes le premier rappeur chanteur urbain à l'avoir rempli avec 72 000 spectateurs. Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose parce que c'est un endroit rempli de tellement de choses. 98, le mondial, Johnny Hallyday, et j'en passe. Et moi, quoi, dans tout ça. Incroyable. Vous avez un incroyable destin. Enfant du Zaïre de Mobutu, vous avez 2 ans quand vos parents fuient avec vous la dictature. Migrants, ils n'ont ni travail, ni papier, ni logement. Vous avez été trimballé de squat en squat. Ouais, j'étais un petit migrant. Et on est arrivé en banlieue parisienne, on est arrivé en province, pour terminer ensuite à Paris. Et c'est des tonneaux. C'est des tonneaux toute mon enfance, des tonneaux pour qu'à un moment la voiture s'arrête. Et là, tu te demandes si ils sont encore vivants à l'intérieur ou pas, quoi. Et par je ne sais quel miracle, on est sorti de la voiture et on s'est stabilisé. Est-ce que petit, l'école vous a aidé? C'est plus le centre de loisirs. J'ai appris un peu l'histoire de la France, etc. J'ai appris à connaître les artistes français, l'art, etc. Au centre de loisirs. C'est là que j'ai été vraiment sensibilisé. Donc oui, c'est l'école en vérité. C'était une forme d'école pour moi. Et c'est là, à 9 ans, que vous découvrez la scène? C'est là que je découvre la scène, exactement. J'ai fait une pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin. Et je me rends compte que j'aime ça. Et là, je rentre dans l'histoire, je rentre dans la culture, la fierté de la France. C'est à ce moment-là qu'on m'applaudit pour la première fois. Et vous prenez goût aux applaudissements. Ouais. Faire gaffe, c'est addictif. Mais près de vous, en même temps, dans les squats, traînaient les trafiquants, les dealers. Vous étiez sur un fil. Ouais. Nous, on était avec notre famille dans une pièce ou deux. Et t'avais d'autres pièces qui étaient occupées par des dealers, par exemple.
Des gens qui venaient là et qui faisaient leur drogue, qui la découpaient, etc. Donc moi, j'ai tout vu. Depuis tout petit, j'ai tout vu. J'ai vu comment ça se passait. J'observais tout, quoi. Et j'ai vraiment grandi dans ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas tombé? J'étais tellement passionné par tout ça, par mon petit centre de loisirs, par tout ce que j'apprenais. Je découvrais plein de choses, la musique, l'art, le cinéma français. L'art, en général, m'a préservé, m'a un peu écarté de tout ça, parce que j'étais occupé. Et la musique a pris de plus en plus de place dans votre vie, dans votre famille aussi. Il y a maintenant de la concurrence. Fin 2018, sur le podium des ventes, premier Johnny, deuxième Gims, troisième Dadju, votre petit frère. Dadju, c'est votre fierté ou votre concurrent? Non, c'est ma fierté avant tout. C'est ma fierté parce que c'est mon frère déjà. Donc il vient solidifier la forteresse. Et au classement, vous préférez qu'il soit derrière ou devant vous? Non, il faut qu'il soit derrière. Mais c'est ce qu'il dit aussi. Hein. Il préfère que vous soyez derrière aussi. Hein. Non, il faut pas. Voilà, il faut qu'il soit derrière. Il est là, c'est cool, mais il faut qu'il soit derrière. L'aîné doit être devant. Voilà. Johnny premier, moi deuxième. Et vos parents, arrivés en France il y a plus de 30 ans, sans logement, sans papier, comment vivent-ils le succès de leurs enfants? Ils sont tellement fiers. Il faudra même peut-être trouver un autre mot beaucoup plus fort. C'est au-delà de la fierté. Ils sont tellement fiers, tellement heureux. C'est tellement incroyable ce qui se passe pour eux que je ressens un peu de peur, comme s'ils allaient se réveiller parfois. J'ai l'impression qu'ils se disent on va se réveiller, c'est pas vrai. Et jusqu'à maintenant. Vous avez peur que ça s'arrête? Jusqu'à maintenant. Oui, bah, moi je me dis que ça va peut-être s'arrêter, bien sûr. C'est des questions, c'est toujours dans ma tête. Vous êtes aujourd'hui l'un des chanteurs les plus populaires de France. Paris Match vous a récemment consacré sa une, La France selon Gims. Est-ce que selon vous, la France se dirige vers plus de métissage ou vers plus de communautarisme identitaire? Oui, bien sûr, elle se dirige vers plus de métissage. Au final, c'est un pays de métissage, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas plus grande injustice que de s'en prendre à quelqu'un pour une couleur qu'il n'a pas choisie. Moi, je ne me souviens pas d'avoir choisi ma couleur. Je ne me souviens pas de m'être réveillé ou à un moment, dans le ventre de mes parents, il y a des boutons, j'ai choisi la couleur noire. Je ne me souviens pas de ça. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais je n'ai pas choisi de couleur. Comment tu peux t'en prendre à quelqu'un qui n'a pas choisi? En général, on s'en prend à quelqu'un pour des actes qu'il aurait fait, pour des choix qu'il a fait, mais tu t'en prends pas à des gens pour ce qu'ils n'ont pas choisi, quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé. On est né comme ça. Et le racisme, pour moi, c'est ça. Ça fait partie des plus grandes injustices. Vous en avez souffert, du racisme? J'en ai souffert étant gamin un petit peu, bien sûr. Et ce qui choque, c'est que les blagues qu'on a pu me faire, on les fait encore aujourd'hui à des enfants qui avaient mon âge. Moi, on m'a traité de singe ou de macaque ou de sale noir. Et que des enfants d'aujourd'hui, en 2021, c'est la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un boulot qui n'est pas fait. Vous diriez que la France est un pays raciste? Non. Je ne dis pas que la France est un pays raciste. Je ne peux pas dire ça. Parce que ce serait condamner des innocents. Ce serait condamner des gens qui ne le sont pas. On ne peut pas dire ça comme ça. Moi, je suis un enfant du peuple. Je suis issu du peuple. Quand je dis un enfant du peuple, c'est un enfant du peuple de France. J'ai pas grandi à Kinshasa. J'y suis né. Je suis congolais d'origine. Mais j'ai fait mes dents, mes pas ici. Avec les gens d'en bas. Les gens du peuple. Quand on dit que je suis un haut-parleur, je suis un haut-parleur pour le peuple. C'est eux qui achètent mes disques, mes CD, qui remplissent mes salles. Donc je vais pas dire que ces gens-là sont racistes. C'est pas vrai. Ils sont pas racistes. Moi, j'ai appris plein de choses en France. J'ai passé mes meilleurs moments en France. Le mal est là, mais le bien domine. Et le bien dominera toujours. Toujours. La France, c'est donc le pays où vous avez grandi, mais vous n'oubliez pas pour autant le pays où vous êtes né. Vous êtes retourné au Congo, où vous êtes une idole. Les gens là-bas aimeraient que je me présente aux élections présidentielles. Je ne sais pas si vous réalisez. Et alors? Moi, ça me fait tellement peur, la politique. C'est tellement une grosse responsabilité déjà que d'être un chanteur. Aujourd'hui, on me pose des questions qu'on devrait poser à un député. Et encore plus au Congo, donc non. Et j'imagine que vous rencontrez des jeunes qui rêvent de quitter l'Afrique, de venir en Europe, en France. Est-ce que vous les encouragez ou vous les dissuadez? Je peux pas leur dire ne venez pas en France, vous allez rien trouver ici. Moi, je peux pas dire ça. Ils me regardent, ils vont dire t'es marrant, toi. T'es là, machin, tes lunettes, ta petite chemise, ta vie. Non, je peux pas leur dire ça. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est que ça sera pas facile. C'est pas simple. Moi, je suis un grand gagnant du loto, de l'euro million, de ce que tu veux.
Il faudrait aller dans toutes ces banlieues, dans les vrais endroits où se passent les vraies choses et voir comment les gens essaient de s'en sortir. Tu vas quitter une galère pour en trouver une autre quoi qu'il arrive. Il y a un an, vous aviez lancé avec votre femme, Demdem, un appel aux dons pour venir en aide aux migrants. Elle est avec vous dans chacun de vos choix? En tout cas, elle est avec moi dans énormément de choix, surtout quand ça concerne des actions comme ça, humanitaires. C'est toujours elle qui est à l'initiative. Hein. Et votre femme dit que votre grand regret, c'est de ne pas voir vos enfants grandir. Vous avez combien d'enfants? On en a 4. Et vous êtes un père absent? Je crois bien. Sauf que pendant ce confinement, j'étais là. J'étais là et vraiment le côté positif de toute cette crise. En tout cas, pour ma part, j'ai pu rester vraiment avec tout le monde, avec la famille, avec les enfants. Ça m'a fait énormément de bien. Et ces absences, ça pourrait vous amener à arrêter les scènes, les tournées, à mettre un terme à votre carrière? Écoutez, honnêtement, j'y pense tout le temps. Tout le temps. C'est tellement dur de faire les bons choix. Tu fais un choix maintenant, c'est dans 10 ans que tu vois les retombées, ou dans 5 ans. Et donc, j'y pense beaucoup.